Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va aborder le courant néo-malthusien et les limites de la croissance. On se situe entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et les années 70. Dans cette vidéo, on va principalement parler des ouvrages clés qui ont marqué le développement de la question environnementale. C'est parti pour une nouvelle vidéo. En 1948, deux publications vont ouvrir la voie à un puissant courant d'inspiration néo-malthusienne. L'écologue et ornithologue William Vogt publie son best-seller, Road to Survival. Dans cet ouvrage, Vogt évoque les effets négatifs sur l'environnement d'une population mondiale en constante expansion. Il y parle de déforestation, de ravinement, de surpâturage, d'érosion des sols, et au passage, il se livre à une violente charge contre le capitalisme. La même année, Henry Fairfield Osborn Jr. publie Our Plundered Planet, la planète au pillage. En 1967, William et Paul Paddock publient un livre intitulé Famine 1975, America's Decision, Who Will Survive? Qui va survivre? Et ils s'inquiètent de la croissance rapide de la population mondiale et des difficultés à pouvoir les nourrir, et il anticipe une famine pour 1975. Mais l'ouvrage qui connaît un retentissement mondial est publié un an plus tard par le biologiste américain Paul Ehrlich et son épouse Anne. Il s'intitule The Population Bomb. À l'instar de Malthus, comme on l'a vu précédemment, les auteurs s'inquiètent des effets de la surpopulation et ils anticipent des grandes famines pour les années à venir. La première édition de l'ouvrage commence ainsi. La bataille pour nourrir l'ensemble de l'humanité est perdue. Dans les années 1970, des centaines de millions de personnes vont mourir de faim. Alors tous les ouvrages cités estiment que la surpopulation est à l'origine de la crise écologique. Trop de voitures, trop d'usines, trop de détergents, trop de pesticides. La cause est toujours la même, trop de monde sur la Terre. Le biologiste Gareth James Hardin, dans un article resté célèbre, paru dans la revue Science en 1968, popularise l'idée d'une tragédie des biens communs. C'est un terme que vous avez sûrement entendu, the tragedy of the commons. Alors, plus précisément, cet article est sous-titré Tragedy of freedom in the commons. Dans son article, il prend l'exemple de pâturage en accès libre, disant que ça ne peut déboucher que sur un conflit entre l'intérêt individuel et le bien commun. En effet, dans le contexte d'une compétition pour l'accès à une ressource limitée, la ressource commune est collectivement surexploitée et aboutit donc à un résultat perdant-perdant. D'ailleurs, avant d'être un biologiste, Hardin est aussi un fervent militant de la cause néo-malthusienne. Alors son article voulait surtout dénoncer le mécanisme qui pousse les individus, vous et nous, à se reproduire sans frein, jusqu'à détruire les ressources naturelles. Dans sa métaphore sur les pâturages communs, les bêtes que les éleveurs rajoutent sans cesse au pâturage en les surexploitant, c'est aussi les enfants de ces mêmes éleveurs qui vont ponctionner toujours plus les richesses communes. Sa conclusion est évidente. Pour éviter la destruction, il n'y a que deux solutions. Soit diviser la ressource en parcelles possédées par des acteurs individuels, soit la faire gérer par une administration supérieure. C'est donc soit la propriété privée, soit l'État. L'impact de ce raisonnement sera immense dans le domaine de la microéconomie ou dans ce qu'on appelle l'économie des externalités. On se mettra alors à étendre des logiques d'appropriation des biens communs, les ressources forestières, les bassins hydrauliques, les terres agricoles, les ressources maritimes, par la privatisation ou par la création de marchés de droits d'usage. Les droits à l'émission de carbone obéissent d'ailleurs à cette logique. En appliquant ce raisonnement à la reproduction humaine, Hardin suggère soit un contrôle de l'État sur la reproduction humaine, le contrôle des naissances, soit la création de droits à enfanter, monétisables et échangeables. Voir ce que le futur nous réserve. Ces visions néo-malthusiennes s'inscrivent dans le contexte d'une croissance démographique mondiale élevée. Entre 1965 et 1970, on a un taux de croissance annuel de 2%. Donc on a des interrogations de plus en plus fortes sur les limites de la croissance.
Et ça s'exprime notamment sur le fameux rapport du Club de Rome, ou le rapport Meadows de 1972, alors intitulé en français « Halte à la croissance ». Alors, qu'est-ce que dit ce fameux rapport? Et qu'est-ce que le Club de Rome? Alors, le Club de Rome, c'est un groupe de réflexion qui va réunir des scientifiques, des économistes, des fonctionnaires nationaux, internationaux et des industriels de 52 pays. Ils se préoccupent de plusieurs problèmes complexes, les problèmes auxquels la société doit faire face. Ils se réunissent pour la première fois en 1968. Et ils vont acquérir leur notoriété mondiale avec la publication du rapport Meadows, les limites de la croissance. Alors ce rapport a été écrit par Donella et Dennis Meadows, qui sont professeurs au MIT, et c'est la première étude qui met en exergue les dangers pour l'environnement, et donc pour l'ensemble de l'humanité, de la croissance économique et démographique. C'est ce qu'on a alors à cette époque. À la même époque, le penseur britannique Kenneth Ewart Boulding développe une pensée révolutionnaire. Alors selon lui, la planète et l'image que l'homme a de la planète subissent une grande transition. Et c'est schématiquement le passage d'un système ouvert à un système fermé. J'explique. Dans un système ouvert, il est possible de concevoir n'importe quelle activité humaine. Par contre, dans un système fermé, où il y a des limites à la planète, l'homme ne peut plus agir comme bon lui semble, sauf à vouloir disparaître de la planète. Il va résumer sa pensée par une formule lapidaire. Celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. Pour terminer cette vidéo, je dirais que l'image ou la photo de ce changement profond de perception par l'humanité a été prise le 7 décembre 1972. On est à une distance d'à peu près 45 000 km de la Terre. C'est l'équipage d'Apollo 17 qui prend une photo de la Terre qui s'appellera The Blue Marble, la Bible